On va commencer cette conférence par un petit film, un film qui nous tient à cœur, à toutes les quatre. Donc, voilà. Voilà, on espère que vous avez apprécié ce moment. Et en fait, ce qui nous réunit à toutes les quatre, c'est cet état de grâce avec lequel ces bébés arrivent donc sur cette terre. Donc, nos parcours, tant professionnels que privés, nous ont amenés à faire des constats. Le premier constat, c'est que de nos jours, de nombreux adultes sont en souffrance. Et soit ils gardent cette souffrance et ils vivent avec, et puis ils avancent, bon an, mal an. Soit ils vont consulter des thérapeutes ou des psychologues, et ça, c'est pas très, très important. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier qu'avant d'être ces adultes en souffrance, nous avons tous été des adolescents, des enfants, et donc nous tous ici des bébés. Et oui, on est passé par cette case-là aussi. Et nous sommes tous arrivés dans cet état, dans cet état que nous appelons un état de grâce. Donc notre pensée commune à toutes les quatre, c'est que tous les bébés qui arrivent sur cette terre sont porteurs d'un immense élan de vie, d'un cœur tendre, de joie, de rire, de paix. Donc, et notre volonté, ici ce soir, c'est de se poser la question, et si on tentait de garder ce merveilleux potentiel de départ que nous avons donc tous eu. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Donc, je m'appelle Nelly Hernandez, j'accompagne les personnes qui le désirent à mieux se connaître, à mieux se comprendre, grâce à différentes ressources, savoirs et connaissances, et aussi une méthode spécifique d'hypnose qui s'appelle l'hypnose QHHT. Mais aujourd'hui, et ici maintenant, je suis là pour vous parler de la résonance numérique, qui est un autre de mes outils, au service de votre enfant grâce à sa date de naissance, et ceci autour de ce beau projet Grandir avec bébé. Mais je vous expliquerai cela dans quelques instants. Je passe le micro à Sylvie. Bonsoir, je suis Sylvie Vignac, sophroanalyste, et j'associe donc dans ma pratique la sophrologie à l'analyse, c'est-à-dire l'écoute du corps, la conscience du corps, les symptômes et donc le décodage biologique, et à toute la compréhension de l'être humain depuis sa généalogie jusqu'à aujourd'hui, en passant par les mémoires prénatales qui sont ma spécialité. Effectivement, on est tous passés du moment de la conception à la naissance, et pendant cette période-là de la vie, nous avons reçu énormément d'informations qui vivent encore en nous aujourd'hui et qui sont actives dans notre vie, ces informations, sans même que nous en ayons conscience. Alors j'accompagne bien sûr beaucoup les futurs parents avant et après la naissance. Et puis, comme nous avons tous vécu cette période-là aussi avec les outils que j'ai, j'accompagne aussi les gens
qui le souhaitent à comprendre et être en paix avec leur histoire. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis Lydie. Je suis thérapeute EMDR et j'ai fondé il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant la boîte à outils Lydie, qui est un lieu de développement personnel et à la parentalité sur l'Escar, où vous pouvez vivre des ateliers parents-enfants, enfants, ou que pour vous, parce que vous n'êtes pas que des parents. Voilà, donc autour de plein de thèmes qui nous tiennent à cœur, comme la communication bienveillante, le massage, enfin plein de choses intéressantes. Et aujourd'hui, c'est en tant qu'instructrice massage bébé que je suis devant vous, puisque j'ai été formée il y a 1 an et demi à peu près par la FMB, qui est l'association française de massage pour bébés. Donc rebonsoir, moi je m'appelle Marie. Donc après un parcours professionnel en tant que thérapeute et formatrice en connaissance de soi et avec une spécialité sur l'intelligence émotionnelle, j'ai décidé de revenir à la source et plus particulièrement au bébé. Et donc je me suis formée au langage des signes pour bébé. Et ce soir, donc, je vais vous parler de ce langage des signes qui permet de communiquer avec son enfant dès le plus jeune âge. Donc, moi, c'est signé avec bébé. Et alors, Nelly, c'est pour quand? La fameuse date de naissance. Voilà. Il y a beaucoup de spéculations, on parie parfois maintenant sur quand va débarquer le bébé. L'arrivée de votre enfant ce jour-là sur la Terre va déterminer un jour, donc un mois et une année de naissance, qui va découler donc de certains chiffres, de certains nombres. Et cela va me permettre en fait de vous proposer une lecture, un décodage en fait de la date de naissance de votre enfant. C'est vraiment... Pardon, le micro en plus. Donc, c'est vraiment la lecture de la date de naissance. Voilà, ça donne un sens à notre naissance. Donc, je vais vous donner quelques petites explications sur comment cela s'articule, les nombres donc contenus dans votre date, dans la date de naissance de votre enfant, mais dans la vôtre aussi, peuvent donner de nombreuses informations. Elles peuvent donner des informations sur des prédispositions de votre enfant, son tempérament, certaines de ses aptitudes innées dans certains domaines, ses potentiels et ses besoins. Le but de tout cela, c'est à vous, parents, de vous donner des clés pour des clés supplémentaires pour mieux comprendre, communiquer, être en lien avec votre enfant, pouvoir l'accompagner pour qu'il grandisse correctement, tout en respectant son potentiel unique. Et grandir ainsi avec lui. Ça vous permet aussi de réajuster certaines choses à certains moments parce que vous avez ces connaissances et ces informations. Donc maintenant, je vais vous donner un petit peu la signification de certains nombres. Donc votre date de naissance est constituée de différents nombres ou chiffres qui sont additionnés, mais je ne suis pas là pour vous expliquer le mode de calcul. Je suis là pour vous expliquer à quoi ça peut vous servir tout cela. Mais je vous donne quelques petites significations qui sont vraiment en lien, vous allez le voir, avec le cycle de la nature, tout simplement. Le chiffre 1, c'est le soi, c'est la création, c'est le début de quelque chose. On va l'apparenter à la cellule qui apparaît, qui naît, qui est présente. Et c'est vraiment la capacité de se réaliser par soi-même. Et cette cellule, elle s'ennuie à un moment donné, donc elle va se diviser et elle va créer un lien, elle va être en association, c'est le couple, ça représente, donc le 2 représente l'association, le couple, l'union. C'est vraiment la capacité de collaboration et d'union. Et puis, on sait très bien que deux cellules ensemble, 2 personnes ensemble vont créer et vont communiquer ensemble et vont créer une 3e cellule qui est le chiffre et qui représente la communication. Donc le chiffre 3 est en lien avec la communication. Et c'est vraiment la capacité de s'exprimer et c'est le goût du contact. Mais c'est l'expression sous toutes ses formes, c'est-à-dire ça peut être l'écriture, l'art, la danse, enfin toute la communication.
Et une fois qu'il y a cette troisième cellule, eh ben, il y aura une autre qui va être créée. Et là, on commence à créer une base. Le 4, c'est la base d'un carré. C'est une base, c'est fondamental. De là, on va pouvoir travailler. C'est nous aussi, aujourd'hui. Donc, on va pouvoir travailler ensemble, bâtir des choses sur ce 4. Donc, c'est vraiment le chiffre du travail, de l'activité. C'est la capacité de travailler et de construire concrètement. Et après, le 4 vient le 5, et ça montre le changement. À partir de ce chiffre-là, le 5, c'est la transformation, le changement, c'est aussi le mouvement, c'est la capacité de changer et de bouger. Et une fois qu'on a ce chiffre 5 qui est en place, et bien après, il va falloir harmoniser toutes ces choses-là. Donc le 6 vraiment représente l'harmonie. C'est la capacité d'adaptation, c'est la capacité de conciliation, c'est vraiment en lien, c'est l'amour, c'est la famille aussi et c'est le devoir. Le chiffre 7, lui, c'est plutôt l'intériorité, la vie intérieure. C'est la capacité d'analyse, de réflexion. Souvent, les personnes qui ont un 7 dans leur date de naissance sont souvent dans l'introspection, et ont souvent des idées à l'intérieur, ont foi et dans leur engagement d'idées aussi, souvent. Et après, on commence à arriver à la fin de la décimale, des chiffres de 1 à 9. Et donc, on est sur le 8. Le 8, contient tous les autres nombres aussi. Et ça représente vraiment l'expansion matérielle. C'est l'abondance. C'est la capacité de s'assumer sur tous les plans et d'attirer la réussite, le pouvoir. Et enfin, on finit par le 9. Tu es d'accord avec moi aussi, hein? Bah ouais. D'accord, mais c'est très bien, il a raison. Donc le chiffre 9, c'est vraiment le dernier chiffre de la décimale, il contient tous les autres et c'est l'accomplissement. C'est le chiffre de l'altruisme par excellence aussi. C'est la capacité de se dévouer, de s'intéresser à autrui et aux problèmes des autres. Voilà, c'est vraiment le chiffre de l'ascension aussi. Le 9, on passe à une étape supérieure. D'ailleurs, après, c'est le 10, donc c'est une dizaine, donc on passe à un autre cycle, ça finit un cycle. Voilà pour les explications un petit peu de la symbolique des chiffres, des nombres. Donc je vais vous donner quelques exemples maintenant. Donc je vous donne l'exemple de Margot, qui est ma petite nièce, qui est née donc le 8 mai 2022. Tu la connais? Et je ne vais pas vous expliquer, là je ne peux pas, mais après on est chacune répartie, donc si vous voulez plus d'informations, ça sera avec grand plaisir. Mais je vais me concentrer là sur le chiffre 5 de Margot, qui est le mois de mai. C'est un chiffre important, le mois de naissance. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le chiffre 5, c'est le changement, c'est la capacité de changer, de bouger, c'est la transformation. Et par rapport à cette petite Margot qui est née, déjà, dans le ventre de sa maman, elle bougeait tout le temps. Ma sœur n'arrêtait pas de me dire, mais elle me fait la Java, enfin vraiment, c'était très impressionnant, elle était tout le temps en mouvement, même à l'intérieur. Donc, c'était pour vous dire que ça a déjà une résonance en nous. Ce chiffre a déjà cette résonance et ça se manifeste même in utero. C'est comme ça qu'on dit. Je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, elle a donc 6 mois quasiment, et elle ne fait que bouger, elle gigote, on l'appelle Margot la gigoteuse. Déjà, il y a plus d'1 mois, elle arrivait à se retourner, enfin, quand elle était sur le ventre, elle arrive à se retourner sur le dos, maintenant elle se remet sur le ventre, enfin, elle avance même, elle est déjà presque en train de ramper. Donc c'est vraiment, vraiment un chiffre qui la caractérise. Chaque chiffre a un pendant, d'accord? Donc ça veut dire aussi qu'il y a un côté... chaque chiffre a 2 faces, d'accord? Donc il y a une face lumineuse et une face un peu plus nuit. Et donc c'est aussi ça que je vous apporte quand je vous explique la date de naissance de votre enfant, c'est qu'il a aussi ce côté-là en lui. Et le 5, c'est vraiment, ça peut être l'instabilité, d'accord? Il peut beaucoup trop avoir besoin de changer. Donc vous savez que vous, à un moment donné, il faudra peut-être recadrer. C'est un enfant qui bougera. Il ne pourra pas rester à faire toujours la même chose, d'accord? Déjà, vous avez des connaissances comme ça qui vont arriver et vous pouvez aussi l'aider à certains moments à se recadrer, à ne pas partir dans tous les sens. Vous avez ces connaissances-là. Le 5 aussi, c'est des enfants qui peuvent avoir, enfin le 5 en général, mais les enfants peuvent avoir peur du changement. Soit ils bougent beaucoup, soit au contraire, ils en ont peur. Donc quand on a ces connaissances, on peut aider son enfant à grandir mieux et plus facilement.
Donc, et les autres chiffres, bien sûr, veulent dire aussi des choses. Mais voilà, ça c'est mon domaine de vous expliquer tout ça. Et je vais vite prendre ma date de naissance. Donc là, vous voyez, vous pouvez calculer que j'ai 22 ans aujourd'hui. Donc on est je suis née le 29/12/1980. Et on va prendre, c'est pareil, le chiffre 3 qui est en lien avec mon mois de naissance et qui est la communication. Donc je peux vous dire, si je suis aujourd'hui là devant vous, ça n'a pas toujours été facile pour moi. Quand je suis arrivée jusqu'à mes 2 ans et demi, j'avais une facilité apparemment très déconcertante à m'exprimer, à chanter. Enfin, j'étais très très présente. Et après ces 2 ans et demi, il y a des choses dans ma vie qui ont fait que je suis passée à l'opposé. Et je me suis tue, je me suis renfermée, j'arrivais plus à communiquer et ça a été très très difficile jusqu'à l'âge de la jeune adulte. Il a fallu que je me mette des coups de pied aux fesses moi-même parce que ce chiffre-là, il vibre en moi. Donc ça voulait dire qu'à un moment donné, il allait falloir qu'il se réveille en moi. Mais donc là, ce que je vous apportais, c'est que si mes parents avaient eu connaissance de cela, ils auraient peut-être pu, en voyant que je me renfermais, m'aider par me faire du théâtre. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait envisager. Et ils auraient pu m'aider à ce que ça soit moins difficile pour moi, toute cette longue période de timidité, de renfermement, etc. Donc c'était voilà, pour vous apporter, pour vous faire comprendre ce à quoi ce que je fais sert. Donc en conclusion, voici ce que je propose en fait quand vous voulez, si vous êtes intéressé par ce que je fais. Je propose ces thèmes de naissance, donc avec la date de naissance de votre enfant, je crée, j'explique, c'est sur ces trois fiches, ce qu'il est, qu'est-ce qui le compose, qu'est-ce que je vous conseille, enfin voilà, vous avez les éléments. Et ensuite, je vous propose un rendez-vous téléphonique, Skype, enfin, une visio ou alors même à mon cabinet pour vous expliquer quelle est vous faire la lecture de la date de naissance de votre enfant, pour vous expliquer tout cela. Donc c'est ce que je vous propose. Il y a aussi bien entendu, ça peut être une idée cadeau à faire, d'accord, pour des naissances, même pour Noël, enfin voilà, on peut tout imaginer, offrir ça aussi aux autres ou à soi. Et donc, il y a des bons cadeaux qui existent. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et alors, Sylvie? Il pleure, Sylvie, il pleure. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il pleure et on ne sait pas quoi faire, Sylvie. Pourquoi il pleure? Qu'est-ce que les pleurs peuvent contenir et comment les accueillir plus paisiblement? L'enfant qui naît est séparé physiquement de sa mère, mais psychiquement, il est toujours un avec elle. Et ce lien-là, il a besoin de sentir, malgré la séparation physique, qu'il est toujours là, qu'il est toujours nourri. Donc il a infiniment besoin d'être rassuré. Bien sûr, il est dépendant, vulnérable, avec un instinct de survie disproportionné. Et donc, il a pleuré pour lui. Évidemment, c'est son moyen de communication le plus important pour dire que quelque chose ne va pas. Les 2 points forts, je dirais, c'est son besoin vital d'amour, de sécurité, d'attachement. Enfin, l'amour et l'attachement vont lui apporter la sécurité, donc pour lui, une garantie de survie. Et puis aussi, 2e point important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de caprice avant 2 ans. Un bébé qui pleure, c'est un bébé qui appelle, c'est un bébé qui a besoin. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore le cerveau construit pour embêter ses parents. Ça va venir, hein, mais c'est pas encore. Donc jusqu'à 2 ans, tout ce que le bébé va manifester, c'est à entendre avec beaucoup de... Très bienvenue. Beaucoup de soins, beaucoup de présence, parce qu'il a vraiment besoin de dire quelque chose. En quoi c'est si important de l'écouter et de l'aider
de lui apporter, de se sentir reconnu, sécurisé, consolé, écouté, regardé, de sentir qu'il a de la valeur, qu'il a une place, qu'on écoute et qu'on répond à ses besoins, parce que ça vient nourrir l'estime de soi, ce pilier sur lequel on s'appuie toute notre vie. Il commence là, dès la naissance, et cette construction-là nécessite, on va dire, une écoute qui apporte vraiment de l'apaisement au bébé. Dans ses pleurs, il exprime ses douleurs, ses émotions, parce qu'un bébé ne vit que par les sens. La peau, l'ouïe, l'odorat, bien sûr, et puis la vue. C'est une antenne, hein, c'est une antenne. Et quand un bébé n'est pas calmé quand il pleure, hein, ça peut vite monter en puissance, parce que tout chez lui est amplifié. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est-à-dire qu'il est surpris lui-même aussi par des réactions qu'il peut avoir, par les émotions qui le traversent, qui sont des flux, des décharges hormonales. Donc il peut être surpris de ça et il ne sait pas les contrôler. Et donc tout est démesuré. Donc une peur qu'il peut avoir va être une terreur, une colère, ça va être de la rage, et une tristesse, ça va être du désespoir. Donc c'est pour ça qu'il a vraiment, vraiment besoin de cette écoute patiente pour l'aider à supporter ce qui le traverse aussi. On le sait que laisser pleurer un bébé exagérément va avoir des effets néfastes sur sa personnalité et bien sûr toucher l'estime de soi, la confiance en soi, et plus tard faire souvent des adultes qui auront du mal à gérer les stress, les angoisses et les peurs. En fait, il n'y a pas de vertu à laisser pleurer un bébé tout seul. Un bébé qui pleure a besoin d'être rassuré, de sentir que quelqu'un est là pour lui. Ça ne veut pas dire forcément le prendre dans les bras, et ça veut dire juste être là. Ça peut être de le toucher, de le masser. Mais ça peut être aussi de lui dire votre fatigue, parce que les parents aussi, dans cette incompréhension des pleurs, peuvent être débordés, saturés, fatigués. Et le bébé est comme un buvard, donc il va sentir ce stress qui va le faire pleurer plus fort et ça va monter crescendo. Donc à ce moment-là, c'est important de pouvoir aussi se dire qu'on pose bébé et on va demander de l'aide. Ça peut être aussi de lui dire, écoute, je ne comprends pas ce que tu essayes de me dire. Mais ça peut être de lui parler vraiment aussi comme ça, parce que parfois c'est vraiment ça. Et donc de pouvoir aussi se donner le droit d'être saturé, d'être fatigué, parce que avec le micro, je ne vais pas le faire, mais je vais te confier ton bébé. Parce que dans un moment de désarroi, d'exaspération, d'épuisement, eh bien, c'est là qu'on peut prendre le bébé et finir par le secouer. Et c'est tellement, oui, et la tête ne tient pas, et c'est là qu'il y a des lésions aussi qui peuvent être très graves. Autre chose, donc le bébé apprivoise son corps, donc les odeurs, la façon dont on le touche, dont on le déplace, dont on le porte, dont on le transporte aussi. Tout ce qui va le toucher, les tissus, et puis les sensations extérieures de chaud, de froid, son volume, son poids. Toutes les difficultés qu'il va rencontrer, qui sont pour lui que des choses nouvelles à expérimenter. Et puis la difficulté à s'endormir, à se réveiller, les sons, et y compris les sons qu'il fait, et l'inconfort intérieur. Alors la digestion, le système digestif est immature, et au bout d'une quinzaine de jours, les coliques apparaissent, et on voit au bout d'un mois et demi, particulièrement ce qu'on va appeler
les pleurs des 6 semaines, des pleurs particuliers, vraiment dus à cette maturité intestinale qui est en train de se mettre en place et qui crée aussi vraiment des douleurs. Donc ça, on va l'identifier parce que les pleurs sont à proximité des repas. Donc là aussi, on peut masser bébé, vraiment, et Nelly va nous parler des massages après, si précieux. Donc dans ces rythmes, les 2 premières semaines, il pleure en moyenne 2 heures par jour, et puis il est dans ce rythme, je mange, je dors, hein, et puis vers 2-3 mois, il va passer à je mange, je fais une sieste, je suis réveillée, je mange, je dors. Ces temps d'éveil vont être aussi des temps de stimulation plus forte. Donc, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi dans ces les troubles du soir et les pleurs de décharge de toutes ces stimulations de la journée. Vers 6-8 mois, on va trouver une autre maturité de l'enfant qui est sa conscience, la conscience qu'il est séparé. Et cette conscience-là va lui faire sentir une appréhension, une peur de l'inconnu. Et parfois, c'est ce qu'on va trouver des bébés qui avaient l'air très sociables et que tout le monde pouvait prendre et qui peuvent être plus difficiles à approcher. Il a besoin à ce moment-là, à nouveau, d'être hyper sécurisé. Je vous propose d'écouter pleurer bébé. Alors, si le son est un peu fort, on va le laisser comme ça, juste observer ce que vous ressentez. Donc, juste avant de le faire partir, une Australienne, Priscilla Dunstan, a observé qu'il y avait des sons très spécifiques, et chez les bébés, elle a fait une étude, chez les bébés très spécifiques selon leurs appels et leurs besoins, et elle a fait une étude chez des centaines, des milliers de bébés dans des continents différents. Et le constat, c'est que les bébés de tous les continents, tous les bébés humains, font les mêmes cris pour la même chose. Et elle les a donc enregistrés et elle a classifié ça, et c'est ce que je vous propose d'écouter. C'est juste merveilleux de se dire que tous les bébés de la Terre s'expriment de la même façon. Quand le bébé a des pleurs persistants, inconsolables, qui ne sont pas d'origine physiologique, alors qu'est-ce qui se passe dans ces pleurs et qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Donc ma spécialité des mémoires prénatales font que c'est quelque chose aussi que moi je vais inviter à explorer, parce que la vie intra-utérine du bébé est toute proche, son histoire elle est toute là et sa naissance elle est toute fraîche aussi pour lui, et parfois
bien sûr que les parents le savent et ne font pas forcément les liens. Alors, ce que je propose d'explorer aussi, c'est que dans ces pleurs, il peut y avoir le vécu et le ressenti des parents pendant la grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux quand ils ont découvert cette grossesse, quand ils l'ont annoncée par rapport au désir de cet enfant, la place qu'il a dans la fratrie. Et puis les événements extérieurs, les problèmes de famille, les déménagements ou un déménagement, un décès. Les événements aussi liés à la grossesse, c'est-à-dire qu'il y a des examens pendant la grossesse, sous couvert de rassurer ou de s'assurer d'eux, eh bien, ce sont des examens aussi qui peuvent être extrêmement anxiogènes et laisser une peur et avoir coupé même le lien de la mère avec son bébé pendant un moment de la grossesse, par peur qu'il y ait peut-être quelque chose. Et ça aussi, ça compte. Un risque de prématurité aussi ou par rapport à l'accouchement. J'explore aussi la naissance. Comment elle s'est passée cette naissance? Est-ce qu'il y a eu cordon autour du cou, prématurité des forceps, une césarienne, la couveuse qui aura séparé bébé, qui lui aura donné un sentiment d'abandon aussi, ou un risque pour la maman et pour le bébé. Bref, tout ça compte et peut être contenu dans les pleurs. Donc il y a aussi à envisager dans les mémoires prénatales ce qui est encore mal connu, qui est la perte gémellaire. Donc parfois il y a un jumeau au début de la grossesse, ce jumeau disparaît, mais le bébé en garde la mémoire et il peut avoir des ressentis très, très forts, très puissants aussi de solitude, en tout cas dans ses pleurs il peut exprimer ça et personne ne le sait. Envisager aussi l'écho du bébé intérieur des parents. Alors je vais en dire un petit mot parce que c'est ça que moi j'ai vécu aussi, qui m'a fait découvrir l'importance de ça à la naissance de mon deuxième enfant. J'ai eu la chance de vivre des groupes d'écouter pleurer les bébés avec d'autres mamans et j'ai découvert combien, bien sûr que je sentais que dès qu'il pleurait, il fallait que je le calme, mais combien ça m'a été insupportable de l'écouter pleurer. Et j'en pleurais quand les mamans autour me disaient « mais laisse-le, regarde, il a tout ce qu'il faut, il a mangé, il est bien comme il faut, mais il décharge, il a besoin ». Et je ne supportais pas ces pleurs. Et en fait, c'était une résonance directe et ça m'a ouvert cette dimension-là aussi du bébé que j'étais, hospitalisé beaucoup, laissé tout seul, pleurait beaucoup et sans être rassuré, consolé, etc. Et ça faisait un écho direct à ça. Je l'ai compris, j'ai commencé à le comprendre là et je l'ai guéri bien plus tard avec la sophroanalyse, mais c'est une chose extrêmement importante. Et donc, ce que je propose, alors on va terminer, voilà, moi c'est des ateliers ou des rendez-vous familiaux, individuels ou des ateliers pour écouter pleurer bébé. Ce rendez-vous-là, c'est pour apprendre à bien l'écouter pleurer, mais bien l'écouter pleurer, c'est aussi bien l'écouter rire, bien l'écouter vivre. Et un enfant rassuré sera plus confiant, bien sûr, et saura écouter. Donc les bénéficiaires, c'est les parents. Donc ça, bien écouter son bébé, c'est du coup être aussi mieux écouter quand il sera plus grand. Donc investir dans une écoute patiente et juste, particulièrement pendant ces 2 ans, pour lui apporter toute la sécurité dont il a besoin et contribuer à son ouverture confiante au monde et à préserver son état de grâce. Voilà ce que je propose. Merci de votre écoute. Et ce bébé-là qui a beaucoup pleuré et qui a certainement besoin aussi d'être massé, eh bien Lydie va nous dire comment s'en occuper. Voilà. Alors, des petites infos rigolotes et qui vous avez plu, les filles d'ailleurs, hein, c'est que le toucher, c'est le premier sens qui se développe in utero entre la 6e et la 9e semaine de grossesse. Et c'est le dernier à s'éteindre avant notre mort.
Voilà, donc c'est quand même un sens qui est important pour l'humain. Et la peau, c'est notre plus grand organe. Voilà. C'est notre plus grand organe, mais c'est surtout notre plus grande connexion avec, avec le monde, notre monde environnant. Donc, je voulais vous montrer cette phrase de Frédéric Leboyer. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un gynécologue qui est très connu. Un pédiatre, un gynécologue. Être touché, massé et caressé est nourriture pour le nouveau-né. Une nourriture aussi nécessaire que les vitamines, les protéines et les oligo-éléments. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis convaincue. Il a écrit 2 magnifiques bouquins, dont Pour une naissance sans violence, je ne sais pas si vous le connaissez, mais à lire, et Chantala, qui est autour du massage, justement. Alors, qui suis-je? On va passer brièvement parce qu'on vous l'a déjà fait tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que régulièrement, je suis face à des traumas et que je n'ai que de cesse de vouloir éviter ces traumas, en fait. Et un des outils qui peut nous y aider, c'est vraiment le massage bébé. Puisque, comme tu le dis souvent, Marie, ils arrivent dans un état de grâce et qu'on peut essayer de le maintenir au maximum. Et dans la recherche des outils, parce que j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que je me suis d'abord formée au massage enfant, parce que je vois qu'il y a une maman d'un enfant un petit peu plus grand, qui va peut-être plus vouloir se laisser masser comme un bébé. Et pour autant, des fois, quand on l'a fait, moi je reçois pas mal de parents qui ont fait le massage bébé, qui sont même dans la frustration que l'enfant n'accueille plus ce moment-là. Donc sachez qu'il y a des... Voilà, Misa a proposé une routine massage pour les enfants, on va dire à partir de 18 mois jusqu'à 12 ans, voire plus en fonction de l'acceptation. Voilà, et après ça m'a amené naturellement, bah oui, parce que tu bouges maintenant, donc le massage bébé ça marche beaucoup moins bien. Voilà, mais dans cette routine massage Misa, on inclut beaucoup plus l'enfant, il est beaucoup plus acteur en fait. Donc, comme je disais, ce sont de formidables outils pour vivre l'expérience d'un toucher sain et nourrissant. En parlant de ça, on va faire un petit jeu, parce que je suis très joueuse. Vous allez, dans la mesure du possible, et seulement si vous êtes d'accord évidemment, vous mettre par 2. Et je vais vous proposer un petit massage très ludique qui dure 2 minutes. Hein. Promis, c'est pas très très long. Sylvie va me servir de cobaye, mais mes collègues, s'il manque quelqu'un, peuvent servir un... Donc je disais, il y a 3 grandes étapes. La demande de permission. Après, on prodigue le massage. Et après, on remercie. Mais tout à l'heure, comme je l'expliquais, ce n'est pas le massé qui remercie le masseur. C'est souvent ce qu'on fait quand on va à Caliceo sans faire voilà. Mais c'est l'inverse. Là, c'est le masseur qui va remercier le fait d'avoir massé. Voilà. Sylvie, est-ce que du coup, tu es d'accord pour que je t'offre un massage? Oh oui, avec grand plaisir. Voilà. Alors, je vais faire de mon mieux, ma Sylvie, parce que du coup, j'ai qu'une main. Ah, je veux bien. Je te remercie infiniment. Du coup, une fois que vous avez l'accord de l'autre personne, vous pouvez poser les mains délicatement, déjà pour une prise de contact. Je vous invite... Ouais, merci. J'invite celui qui est massé à, s'il le souhaite, fermer les yeux et le vivre vraiment dans son corps. Dernière petite consigne, s'il y a un mouvement qui est désagréable, vous levez juste la main, en fait, pour dire que c'est pas OK pour vous et du coup, il reviendra sur le mouvement précédent. D'accord? Alors là, je vous l'ai fait très ludique pour vous montrer que si vous avez des enfants à la maison, pas besoin de connaître une routine en soi, c'est plutôt un contact, toujours dans l'idée d'un moment de partage sain et nourrissant avec votre enfant. Je ne sais pas, vous pouvez lui raconter votre journée, ou ce que vous allez faire demain, ou la météo, ou la pizza que vous voulez faire avec lui. Tout est possible en fait, d'accord? Ce n'est pas forcément une routine rigide. Nous sommes tous réunis au parvis aujourd'hui. Avant que nous arrivions, celui-ci a été nettoyé dans tous les coins. Voilà. Et puis, elles ont posé les chaises.
un peu partout dans la salle. Nous, les 4 drôles de dames, pendant ce temps-là, on a mis tout notre amour dans cette conférence. Nelly a mis de l'amour, Sylvie a mis de l'amour dans sa présentation, Marie a mis beaucoup d'amour, comme d'habitude, dans sa présentation. Nous avons toutes mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans cette présentation. Nous voilà donc maintenant tous ensemble pour passer un bon moment. Et permettre à tous les enfants du monde de vivre l'expérience d'un toucher sain et nourrissant pour qu'ils vivent dans la joie, l'amour et la bienveillance. Sylvie, je te remercie d'avoir accepté que je te masse. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez ressenti des effets positifs, tous d'ailleurs, hein, les massés et les masseurs, parce qu'on a un petit organe dans le nez, ça je ne l'ai pas marqué, qui en fait, l'ocytocine est une hormone qui est volatile et cet organe en fait réceptionne cette hormone, ce qui veut dire que même quand je vais dans des classes et qu'on fait massage in school, il y a des enfants qui refusent systématiquement d'être touchés. Mais on les voit, ils se détendent en fait, quoi, parce qu'il y a vraiment, l'ocytocine est diffusée un petit peu partout, il y a déjà ça. Et qu'en 20 secondes seulement de toucher, 20 secondes seulement, c'est peu, hein, on a vraiment cette ocytocine qui vient inonder le cerveau et qui calme le stress. Donc on a un médicament naturel en nous pour s'apaiser, c'est gratuit, aujourd'hui je crois qu'on ne peut pas, voilà, il faut faire beaucoup de hugs et beaucoup de câlins, voilà. Les bienfaits du massage, vous l'aurez compris, ils sont sur différents plans. Pour le bébé, évidemment. Pour vous, les parents, et la fratrie, s'il y en a déjà une. Et pour la société tout entière. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Pour le bébé, alors je pense que vous allez me dire à l'enfance des portes ouvertes, mais c'est un peu ça. Ça permet un attachement précoce, sécurisant avec ses parents. Ça développe tout simplement le sentiment d'être aimé, respecter, parce que quand il ne voudra pas être massé, vous passerez à autre chose, vous lui proposerez autre chose, voilà. Et surtout en sécurité. Et tout ça, c'est les ingrédients pour favoriser une bonne estime de soi, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a des mouvements bien spécifiques qui stimulent les systèmes digestifs et respiratoires, ça on l'aborde. On stimule les récepteurs cutanés, donc ça permet de libérer les neurotransmetteurs. Ce qu'on a moins conscience, c'est que ça permet de favoriser un bon schéma corporel puisque chaque partie massée est nommée. Donc c'est des enfants qui très vite ont voilà, les jambes, les bras, ils savent où les mettre. Et alors là, ça diminue les pleurs significativement. Alors il y a des études, je ne vous les ai même pas sorties, mais bon, voilà. Les douleurs, parce qu'il faut savoir qu'ils grandissent beaucoup et très vite. Et puis justement, passer comme Margot du dos, tout ça, ça sollicite beaucoup de choses. Et souvent, ils ont des douleurs qui sont liées à ça. On voit bien que nous, quand on fait du sport, on a mal. Et ça favorise la relaxation et le sommeil, l'endormissement surtout. Pour les parents, alors, ça permet vraiment de développer un attachement sûr et serein, de prendre confiance en soi. C'est ce qu'on vraiment, moi je vous dis, observez votre bébé, parce que des fois vous êtes toujours en train de me regarder quand on fait l'atelier, est-ce que je fais bien, on s'en fiche, comment il va lui. Et je vous ramène toujours à votre enfant, toujours, 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 justement pour que vous soyez dans l'observation de cette petite jambe qui a peut-être pu se retirer, de ce bras qui s'est contracté, d'une grimace qui fait que c'est pas agréable pour lui. De pleurs quand ils sont, voilà. Mais des fois il n'y a pas de doute sur certains enfants, c'est qu'ils n'aiment pas, voilà. Ça peut favoriser aussi un engagement précoce du papa. Certains papas le manifestent très souvent, ils ne savent pas comment prendre leur place. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient très souvent, surtout pour les bébés allaités, ils s'éclatent au massage bébé, c'est vraiment un moyen pour eux de prendre leur place. Ils sont très drôles d'ailleurs sur certains mouvements.
que je leur dédie spécifiquement, avec des petits bruits à côté. Voilà. Et pour les frères et sœurs, quand il y en a aussi, c'est parce que quand il y a des grands frères ou des grandes sœurs, moi, ils sont les bienvenus sur l'atelier. Et on les fait masser leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Et je peux vous assurer que des enfants très petits, à peine plus grands que celui qui est là, sont tout à fait capables de masser leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Et ils sont d'une douceur et d'une bienveillance qui scotchent systématiquement tous les adultes. Et même des fois des enfants qui pourraient paraître un petit peu toniques comme ça, se posent et offrent ça. Et alors sont d'une fierté, mais alors là, plus rien, enfin c'est vraiment, tout peut leur arriver. Voilà, donc chacun trouve sa place. C'est un bel outil de prévention au niveau du postpartum, en diminuant l'isolement, puisqu'on le verra tout à l'heure, ça peut être des séances individuelles, mais des séances de groupe. Et surtout, après moi j'ai la chance d'avoir d'autres cordes à mon arc, on ne parle pas que de la routine massage, vous l'aurez bien compris. Pour la société d'une manière générale, et alors quand je voudrais vous dire que quand je suis arrivée dans cette salle avec cette exposition absolument magnifique, j'en ai eu des frissons et presque une larme qui m'est venue. Parce que je suis très fière de ce qu'on propose et là ça prenait tout son sens parce que bon nombre de problèmes de comportements sociaux qu'on voit aujourd'hui sont liés à une non-capacité d'attachement qui a été développée très tôt. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et hormis ça, on le voit dans les classes qui proposent les massages, la petite routine massage, les enfants se concentrent mieux, ils sont beaucoup moins énervés. D'une manière générale, ça évite aussi beaucoup de soins médicaux, antidépresseurs. Voilà. Et comme tu le disais justement, Marie, et je l'ai rajouté, tout ce qui est lié autour des dépendances affectives. Voilà, usage de drogue, etc. Enfin, tout ça, c'est lié à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. Et puis, ça favorise la tolérance, le respect, parce que quand l'autre, il ne veut pas être massé, que toi, tu as envie, la gestion de la frustration et l'empathie. Donc, je vous l'ai dit, c'est des séances en groupe ou en individuel. On est formé pour accueillir toutes les familles, qu'elles soient monoparentales. On parlait tout à l'heure des familles séparées. Ça peut arriver qu'il y ait une séparation à la naissance de l'enfant ou avant que cet enfant arrive. Moi, les deux sont les bienvenus. Vous restez un couple parental quoi qu'il arrive. Et c'est même génial de pouvoir, à la rigueur, décider de ne plus être un couple amoureux, mais de rester ce couple parental pour cet enfant qui, du coup, bénéficie du toucher de son papa et de sa maman. Et il va y avoir une coéducation, on en parle beaucoup de ça. Cette fameuse coéducation, c'est l'enfant vit la même chose sur plusieurs endroits où il est, que ce soit sa crèche, sa nounou, son papa, sa maman. On a toujours le même déroulé, mais je vais passer à Marie. Si ça vous intéresse, je vous l'expliquerai. Et voilà, j'ai fait, comme mes collègues, un bon cadeau pour le massage bébé. Et comme je le disais, bébé grandit, il sort de ses mystères. Et Marie, maintenant, j'aimerais bien que tu nous expliques, s'il te plaît, comment lui donner la possibilité de communiquer. Sans la parole. Avec grand plaisir. Donc, l'origine des signes avec bébé. C'est dans les années 80 que des chercheurs américains se sont penchés sur la communication gestuelle pour les bébés. En fait, il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Garcia, qui était interprète pour la langue des signes, et qui a pu constater que les enfants entendants, nés de parents sourds, pouvaient communiquer avec leurs parents sourds bien avant les enfants qui étaient nés dans des familles de parents entendants. Donc, cette découverte était importante. Il a fait d'ailleurs de ce constat-là son sujet de thèse, et c'est lui qui a donné donc naissance à Signer avec bébé. C'est un langage simplifié, incluant donc une petite gestuelle, mais une gestuelle qui est souvent naturelle pour l'enfant. Et donc, on sait aujourd'hui que l'enfant ne peut pas parler avant 15 mois environ, tout simplement parce que son larynx est immature, comme son estomac et en fait comme beaucoup de parties de son corps. Donc en fait, le larynx étant immature, il ne peut pas prononcer de mots. Par contre, la gestuelle, il l'a. Et c'est grâce à cette gestuelle qu'on peut lui donner la possibilité de parler vers 8-10 mois. C'est quand même assez intéressant.
Donc, signer avec son bébé, pourquoi ? Eh bien, pour une relation de qualité, douce et bienveillante. Et j'insiste sur cette relation de qualité, comme l'a fait Lydie et Sylvie et Nelly, parce que l'avantage de cette communication, c'est qu'en fait, on se met au niveau de l'enfant. Souvent, quand on parle à un enfant, on fait autre chose. On peut faire la vaisselle, on peut repasser, etc. Le fait de communiquer avec les mains, ça oblige le parent à se mettre au niveau de l'enfant, à le regarder et à être regardé également. Et donc, ça change beaucoup de choses. Donc, ça crée une merveilleuse complicité entre le parent et les enfants, et l'enfant. Ça enrichit la gestuelle naturelle des bébés. Et bien évidemment, ça permet de communiquer, mais de chanter également et de jouer. Et ça, c'est très, très important pour les enfants. Donc, les bienfaits de cette communication donc, avec les gestes. Il faut savoir que vous signez déjà avec les bébés et avec les adultes. Et c'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Donc je suppose que vous en avez tous entendu parler. C'est-à-dire que quand on parle, on a un regard bien particulier, une expression, une gestuelle. Et donc ce langage corporel, on l'utilise toute notre vie. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est assez naturel, mais qu'on a juste donc fait glisser vers les bébés. Nous faisons ainsi naturellement une multitude de gestes avec notre bébé. Et donc, dans le langage signé avec bébé, on va juste appuyer certains mots. On n'apprend pas à faire des phrases comme pour le langage des malentendants. On appuie juste certains mots et ça devient vite un jeu. Et donc, par jeu, l'enfant donc, est dans le mimétisme. Et bien évidemment, il se fait plaisir et il vous fait plaisir à reproduire ces gestes. Ça permet une diminution des frustrations, des colères et des pleurs. Donc, on a entendu parler des pleurs et tout ce qu'a dit Sylvie est vrai. Et donc, mais on est bien démunis devant ces pleurs. Mais il faut savoir que, en fait, les pleurs et la colère sont liés au fait que l'enfant se sent incompris. Et un adulte en colère, c'est un adulte incompris aussi. Comme je vous ai dit, l'intelligence émotionnelle, ça a été pendant longtemps mon dada. Et donc, en fait, on se met en colère quand on n'est pas compris. Et l'enfant, c'est exactement la même chose. Il n'arrive pas à résoudre un problème tout seul et il aimerait tellement qu'on l'aide. Donc, il se met à pleurer. Sauf que souvent, on ne sait pas où il faut aller. Mais là, Sylvie est là quand il est jeune. Utiliser un signe donc quand il va pouvoir commencer donc à utiliser ses mains, ça va permettre de le libérer et donc de le valoriser dans un deuxième temps. Et pour le parent, qu'est-ce que ça apporte ? On arrête de jouer aux devinettes parce que c'est quand même le rôle des parents, jouer aux devinettes. Alors comme je le dis, là par contre c'est un jeu de devinettes qui va devenir sympa avec le langage des signes, parce que sinon c'est un véritable enfer, comme Sylvie en a parlé tout à l'heure. On essaye de savoir c'est le ventre, c'est à manger, c'est la couche, c'est une allergie ou quoi que ce soit, et en fait souvent c'est pas très 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 marrant. Donc l'enfant qui pourra exprimer son besoin sera plus serein, le parent également, et donc la relation sera apaisée. Donc les signes vont réduire ce sentiment d'impuissance et de frustration, et ainsi le bébé va mieux s'emporter. Alors je donne un petit exemple que l'on peut vivre dans les crèches. Il y a certaines crèches qui utilisent déjà le langage des signes avec bébé, et on s'aperçoit dans ces crèches qu'il y a beaucoup moins de colère, beaucoup moins de pleurs et beaucoup moins de frustration. Tout simplement, parce que je vais reprendre un terme qui est cher à Lydie par rapport au massage, c'est tout simplement parce qu'on apprend le respect grâce au langage des signes dans les crèches. Et je donne un petit exemple. S'il y a un enfant qui s'amuse avec un ballon, alors vous savez comment ça se passe, il y en a un qui a le ballon et forcément il y en a plein d'autres qui veulent le même ballon. Alors, dans la vraie vie, avant le langage des signes, ce qui se passait, c'est que l'enfant allait prendre le ballon comme ça, et puis en fait, les frustrations et les colères allaient crescendo, parce que je te reprends le ballon, tu me reprends le ballon, et puis voilà, et personne n'est content. Et donc, en utilisant le langage des signes, il y a des signes très très simples pour dire s'il te plaît,
et ballon. Et en fait, à cet âge-là, déjà, l'enfant apprend à dire non, je ne te le prête pas et je le garde. Et bien évidemment, celui qui reçoit le non l'accepte aussi. Et on peut lui proposer un autre jouet ou de jouer à autre chose. Donc en fait, voilà un petit peu comment on utilise ce langage des signes dans les crèches. Et donc, vous voyez, on commence très 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 jeune. En famille, c'est une aventure vraiment ludique parce que le jeu est vraiment un élément structurant et ludique pour la relation parent-enfant. Donc pensez à jouer avec vos enfants. C'est comme ça qu'il apprend le plus facilement. Donc on peut garder ça en tête. Donc grâce à ce jeu-là, autour du langage des signes, on se connecte à lui. On partage bien évidemment un moment unique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on le regarde, on se met à sa portée, et ça c'est très très important. Et surtout, on rit. Si lui, on ne fait pas que pleurer, comme tu l'as dit, on peut aussi accueillir les rires des enfants. Et Dieu sait qu'ils en ont vraiment beaucoup à partager avec nous. Donc, sachez que souvent, quand on commence à signer, on le fait comme ça. Bon, on se dit, bon, voilà. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que ça marche et on se prend au jeu et ça fait plaisir à tout le monde, donc aux parents et aux enfants. On essaie des nouveaux signes et puis ça marche et très 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 vite ça devient une communication donc entre parents et enfants, mais il y a aussi les frères et sœurs, comme toi pour les massages. Alors je ne vais pas redire ce qu'a dit Lydie, mais les frères et sœurs participent. Sachez qu'il y a même certains enfants qui mettent en place une communication entre enfants pour pas que les parents comprennent. Donc voilà, c'est pour vous dire si ça les fait jouer. Mais oui, je le dis, bien sûr, il n'y a pas de souci, j'assume complètement. Et donc, une complicité s'installe vraiment au niveau familial. Un autre bienfait, c'est un tremplin pour l'acquisition du langage. Donc il y a certains parents qui peuvent s'inquiéter et se dire tiens, si on fait le langage des signes, peut-être que mon enfant ne va pas parler ou va parler plus tard. Pas du tout. Sachez que l'enfant est programmé pour parler. Donc de toute façon, il n'y a aucun risque, il parlera. Par contre, le fait de signer avec son bébé, on a tendance à détacher les mots, à parler aussi plus lentement et donc à répéter régulièrement le signe. Et comme le disait Lydie, ça devient un rituel. Et en fait, voilà, l'enfant va acquérir le langage ainsi et ça crée dans le cerveau des réseaux neuronaux qui sont déjà très 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 proches de la future communication donc verbale, parce que ça se passe dans le cerveau. Donc c'est très très important. Suite à un petit souci technique, cette vidéo a été interrompue et donc je la reprends pour que vous ayez la fin de cette conférence. Donc le langage des signes permet un meilleur développement de la motricité de votre enfant, puisque en imitant les signes, l'enfant va affiner son geste, il va stimuler la motricité et la coordination de ses mains. Cette agilité manuelle va également stimuler tous les autres domaines dans son cerveau et bien évidemment, ça va stimuler la mémoire visuelle, ça va lui permettre d'être beaucoup plus éveillé et ça va lui permettre de s'exprimer beaucoup plus facilement. Et il est très très important de comprendre qu'avec le langage des signes, ça va lui permettre de parler de ses émotions également. Or, les émotions du bébé, on ne lui donne pas vraiment la possibilité de les exprimer. Ça va favoriser la confiance en lui, ainsi que l'affirmation. Et donc, c'est très, très important pour son avenir. Donc, comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'intérêt à signer avec son bébé. Maria Montessori disait que les mains sont l'instrument de l'intelligence humaine. Et c'est une phrase qui me plaît beaucoup. Voilà, donc nous avons parlé de tous les bienfaits et une question qui peut se poser également, c'est quand commencer ? Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer.
Il n'y a pas de normes pour signer. Chaque enfant est unique et chaque parent est unique. Donc, il faut surtout que ça vous parle et que vous ayez envie de communiquer avec votre enfant plus jeune. L'enfant va montrer vraiment un réel intérêt à communiquer et c'est à partir de 6 mois, uniquement à partir de 6 mois, qu'il fera des signes et pas avant. Donc, mais bien évidemment, l'idéal, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas réellement d'idéal, mais c'est de commencer avec le nourrisson. Donc, bien évidemment, je ne vous dis pas au retour de la clinique, hein, mais plus on commence jeune et mieux c'est. Donc, sachez que le bébé va réellement être fasciné par le balai de vos mains, parce que souvenez-vous qu'il découvre la vie. Hein. Donc, le fait que vous vous exprimiez avec les mains, pour lui, ça va être une véritable découverte. Son temps d'attention est vraiment très court. Il se fatigue très vite. Donc, inutile de vous dire que quand vous ne faites que lui parler, sachant qu'il ne comprend pas grand-chose, le temps d'attention est encore diminué. Alors que quand vous utilisez les signes, bien évidemment, vous captez davantage son attention et c'est important. Donc, le bébé, comme je vous l'ai dit, ne signera pas, mais par contre, comme ça sera un rituel, il va s'habituer à voir ces signes et donc, dès qu'il pourra se servir de ses mains et dès qu'il comprendra que ses mains peuvent l'aider à communiquer, il se servira des signes donc qu'il a vus pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 5 mois avant de pouvoir utiliser donc ses mains. Il existe aussi beaucoup de comptines. Et ça, c'est intéressant parce qu'elles permettent donc d'être utilisées très très régulièrement au moment du repas, au moment de l'endormissement, au moment du bain et puis même à n'importe quel moment dans la journée. Et les comptines, c'est un jeu bien évidemment et les enfants aiment beaucoup ça et ils apprennent beaucoup de mots grâce aux comptines. Alors on peut bien évidemment après apprendre à signer avec un enfant qui a déjà quelques mois parce que d'une façon générale on lui a déjà appris coucou, bravo, bonjour, etc. Et donc comme il sait déjà faire ces signes-là, on peut étoffer tout simplement son langage et lui apprendre d'autres signes. Donc, bien évidemment, ça restera un jeu. Et là aussi, c'est toujours très, très important. Avec un enfant qui prononce déjà quelques mots, ça sera toujours un jeu. Hein, comme je vous le dis, c'est réellement un jeu. Donc, il apprendra à accompagner les mots qu'il connaît déjà par des signes. Et ça créera toujours cette complicité. Et c'est très important. Avec un enfant qui parle. Alors, est-ce qu'on peut apprendre à signer à un enfant qui parle ? Alors, je vais vous dire que oui, bien évidemment. Alors, vous comprendrez, vu tout ce que je vous ai expliqué, que quand il parle, il sait déjà s'exprimer. Et qu'est-ce que ça peut lui apporter, ce langage des signes ? Tout simplement une complicité. Et alors là, je raconte une petite histoire pour que vous compreniez. C'est une maman qui explique que quand elle est avec sa fille et qu'elle est en compagnie, qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, si elle est éloignée d'elle et si elle a envie d'aller aux toilettes, plutôt que de traverser la salle pour lui dire je vais aux toilettes et de repartir aux toilettes, avec un petit signe, un petit peu au loin, elle lui explique qu'elle va aux toilettes. Ou alors elle lui explique qu'elle sort jouer dehors. Mais en tout cas, à distance, elle peut lui expliquer ce qu'elle est en train de faire. Et donc, ça fait que c'est une maman beaucoup moins inquiète quand elle ne voit pas où est passé son enfant. Voilà, c'était pour la petite histoire. Ça crée, et je le redis, cette complicité entre frères et sœurs. Et donc, bien évidemment, ils peuvent aussi, après, un tout petit peu plus grand, inventer leur petit langage. Et donc, cette complicité est très, très importante. Voilà, je vous ai parlé de tous les bienfaits du langage des signes. Comme vous le comprenez, moi, c'est un langage qui me tient particulièrement à cœur et qui me laisse penser vraiment qu'en permettant à un bébé de communiquer beaucoup plus tôt, on lui donne cette possibilité d'être moins frustré et d'avoir moins de colère en lui. Maintenant, je vais vous apprendre quelques mots du langage des signes. Donc, quelques mots très, très, très simples, mais pour que vous puissiez comprendre où on va
avec le langage des signes. Donc tout d'abord, comment signe-t-on maman? Donc il y a plusieurs façons de signer maman et la façon la plus simple, c'est de prendre son doigt et puis de le mettre sur la joue et puis de taper 2 fois pour dire maman. Voilà. Donc bien évidemment, l'enfant, quand il est jeune, il est des fois un petit peu maladroit avec ses mains. Donc s'il laisse la main ouverte ou quoi que ce soit, c'est OK. Hein. On ne lui demande pas non plus de devenir parfait dans le langage des signes. Donc je le redis, maman. Après, il y a papa, qui est un signe important aussi. Donc on considère que tous les papas ont une moustache. Donc, et puis le signe, c'est de prendre le pouce et l'index, de le mettre au niveau donc de la moustache et de faire 2 fois, de rejoindre ses doigts 2 fois. Pas. Voilà. Donc niveau de la moustache, pas. Donc nous avons maman, papa. Ensuite, bisous. Donc bisous, on prend sa main comme ça, et puis là toujours au niveau de la joue, on fait bisous. Et je peux vous assurer que quand un enfant demande des bisous comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de lui en faire quand même. Puisque souvent on dit on ne sait pas s'il veut pas, etc. Donc imaginez-vous un enfant qui demande des bisous. Après bisous, excusez-moi, j'ai un petit problème sur... On a encore. Donc encore. Alors bon, en principe, quand on signe avec son bébé, on n'a pas de micro dans la main. Mais donc encore, on prend sa main comme ça, et puis son doigt, toujours le même, et on fait comme ça. Encore. Donc encore. Alors là aussi, comme le bisou, je peux vous assurer que le encore, c'est vraiment un signe qu'ils aiment beaucoup utiliser. Et surtout quand vous faites des bonnes choses avec eux, que vous leur donnez des bonnes choses, ou que vous vous amusez avec eux, vous voyez souvent apparaître ce signe-là. Donc c'est très 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 sympa. Voilà, alors il y a des tas d'autres mots. Câlin, changer la couche, doudou, fatigué, l'eau, fini, jouer, manger, merci, musique, peur, enfin toutes les émotions, triste, joie. Donc se promener, s'il te plaît. C'est très important, le s'il te plaît, comme je vous le disais, ça apprend déjà le respect. Attention, au revoir, avoir mal, bravo, et plein d'autres signes donc, qu'il y a la possibilité d'apprendre. Donc, comme mes collègues, je propose aussi des bons cadeaux pour l'apprentissage du langage des signes. Donc, c'est un moment où je partage avec les parents tous les signes qu'il y a la possibilité d'utiliser avec son enfant. Donc du langage quotidien aux émotions, en passant bien évidemment par bien d'autres signes. Donc ces bons cadeaux peuvent être utilisés à la naissance et puis après pour toutes les fêtes qui existent. Puis même si on a envie de faire un cadeau à un bébé, eh bien c'est possible. Voilà donc pour le bon cadeau. Et pour conclure cette conférence, donc, notre souhait à toutes les 4 était vraiment de se demander est-il possible de garder le merveilleux potentiel de départ d'un bébé? Et ce soir, nous avons mis à votre disposition différents outils pour observer, écouter, toucher, décoder, comprendre et communiquer. Et bien évidemment, grâce à tous ces outils, on crée le plus de liens possible et on donne aux enfants les meilleures chances de conserver ce merveilleux potentiel de départ qui est cet état de grâce naturelle.